Bon, alors, nous nous embarquons dans le voyage du héros ce soir, qui va nous conduire à un thème central de la pensée jungienne, à savoir celui de la régression. Alors, vous comprendrez qu'il apparaît très tôt dans les propos de Jung, les préoccupations de Jung, et il est aussi l'un des éléments de différenciation d'avec la pensée jungienne. Jung s'affirme en posant ce thème de la régression. Il prend d'ailleurs le risque, en le posant, de se séparer d'avec Freud, et du coup, il va se trouver pendant un assez long moment isolé de la communauté scientifique de son temps. Sa conception de la régression est donc l'un des piliers fondateurs de sa pensée, comme le seront, entre autres, sa conception du rêve, de la libido, de l'inconscient collectif. Bon, je fais court, mais en fait, vous le savez, c'est une pensée très complexe, très riche, qui embrasse un très grand nombre de thématiques. On a déjà eu l'occasion d'en parler à d'autres occasions. Alors, la particularité de ce voyage, c'est qu'il va se dérouler dans un temps très particulier, qui est celui de la régression jungienne, à savoir présent, passé, futur. Nous allons parcourir ces trois temps et chercherons à comprendre comment Jung témoigne de cette expérience dans ses écrits et en quoi son élaboration théorique, mais c'est toujours le cas avec Jung, prend sa source dans son expérience de vie. Et son expérience de vie, c'est la nôtre, hein, c'est celle de tous les hommes depuis toujours. Alors j'ai choisi d'illustrer mon propos. Défileront sous vos yeux des poteries, des enluminures, des mosaïques, des sculptures, des dessins, des tableaux, des images vidéo appartenant à notre patrimoine culturel. Ces œuvres sont réalisées par des anonymes dans de modestes églises du fin fond de ma Bretagne, par Carl Gustav Jung lui-même, comme par les plus grands artistes. Vous découvrirez aussi des images de films récents qui nous montrent à quel point les grands archétypes à l'œuvre dans la régression et le parcours du héros sont toujours ô combien vivants. Ces archétypes, présents dans les formes les plus anciennes des représentations, continuent de vivre aujourd'hui pour le plus grand bonheur des studios de cinéma, des créateurs de jeux vidéo et autres créations contemporaines et leur public, dont nous faisons partie bien sûr. Alors ces illustrations, elles seront aussi l'occasion de vous plonger dans l'énergie des images et leur pouvoir de transformation dont Jung a si souvent fait l'éloge. C'est l'image qui donne l'énergie. Alors seront convoqués dans cette galerie, je lève un peu le voile déjà, Ulysse, le héros de l'Odyssée, guidé par la déesse Athéna pendant son long voyage qui le ramène à Ithaque. Hercule, qui affronte l'hydre de Lerne à la 3e station de ses travaux. Le Léviathan, qui apparaît dans plusieurs textes de l'Ancien Testament, à savoir les psaumes, le livre d'Isaïe, le livre de Job, mais aussi dans le Talmud. Le Léviathan, c'est un monstre marin à plusieurs têtes. Il représente le combat contre les forces marines qui personnifient le chaos. Nous rencontrerons aussi Jonas, dont l'histoire est contée dans l'Ancien Testament. Jonas, il a pris aussi une forme très contemporaine dans Moby Dick. Avalé par un poisson pendant plusieurs jours, il sera recraché ensuite sur une rive. Samson, qui perd sa force en même temps que ses cheveux, dont l'histoire est aussi racontée dans le livre des Juges de l'Ancien Testament. L'archange Saint-Michel que vous avez sous les yeux, chef de la milice des anges du bien, présent dans l'Ancien et le Nouveau Testament, particulièrement dans l'Apocalypse de Saint Jean, où il terrasse le dragon, c'est-à-dire Satan, à la fin des temps, c'est-à-dire au moment de la fondation du nouveau royaume, le royaume de Dieu. Et vous verrez qu'il porte aussi une balance, comme certains dieux de la mythologie égyptienne, qui lui sert à peser les âmes au moment du jugement dernier. Saint Georges, certains d'entre vous ont confondu, c'est bien d'ailleurs normal, Saint Michel et Saint Georges,
qui est reconnu dans la grande tradition des églises chrétiennes et orthodoxes, saint patron des chevaliers. Il a vaincu lui aussi un dragon malveillant, symbole du diable. Jeanne d'Arc, grande figure féminine de notre patrimoine, pas toujours bien récupérée malheureusement. Roger qui sauve Angélique, et là nous sommes dans un personnage de l'Orlando Furioso de l'Arioste, écrit plus récemment au XVIe siècle. La Vierge Marie, qu'il n'est pas utile de présenter, je pense. La mythologie nordique avec Siegfried, le jeune héros qui combat et tue le dragon, et tous nos héros contemporains comme ceux des épopées de Star Wars, d'Alien et de Dune. Et je remercie ici celles et ceux qui m'ont aidé à rassembler cette iconographie. Alors revenons à notre sujet. Aujourd'hui, vous le savez, les héros sont fatigués. C'est peut-être une grande chance. Ils sont coincés dans un présent, accablés, et se trouvent sans ressources pour continuer d'avancer. Et c'est souvent dans cet état que nous recevons celles et ceux qui nous sollicitent dans nos cabinets. Ils ne trouvent pas de porte de sortie aux conflits dans lesquels ils sont piégés, qui se répètent à l'envi. Sans énergie, ils n'imaginent pas d'avenir. Nous pourrions dire que les ressources de leur moi, du moi, ne peuvent plus apporter de réponse, comme nous le comprenons dans ce rêve de début d'analyse. J'évoquerai des situations de thérapie et aussi de coaching dans les petites vignettes que je vous présenterai. Celle-ci pourrait tout à fait s'inscrire dans une situation d'accompagnement professionnel. Je suis dans ma voiture, elle n'avance plus. Pourtant, elle est puissante. Cette panne, je n'en trouve pas la cause. Et en plus, il y a un gigantesque embouteillage devant moi. Alors là, vous le voyez, le carburant de la Persona ne suffit plus. Alors, face à cette butée, devant le problème du temps présent, naît une demande d'aide. Et il me semble que le coaching en fait partie. Mais alors, où trouver les ressources pour résoudre ces difficultés? Comme la plongée dans le sommeil, dans la nappe phréatique du sommeil est régénératrice, nos interlocuteurs vont devoir plonger dans le monde de l'inconscient afin de s'y ressourcer. Ils vont s'embarquer alors dans le vaisseau transférentiel et ils ne seront pas seuls pour faire ce voyage qui se fait à deux. Et il me semble que dans l'accompagnement professionnel de type coaching, on peut parler d'une situation transférentielle. Gardons en mémoire que s'il faut revenir en arrière pour se réinscrire dans une dynamique de vie plus juste et plus complète, il ne s'agit pas d'y rester. Et ce voyage-là n'est pas sans risque. Pour conclure ce bref exposé, je vous proposerai une incursion dans le monde de l'art et particulièrement le cinéma et la littérature. Parce que ce thème, les artistes l'abordent depuis toujours et en témoignent d'une façon tout à fait remarquable. Alors, revenons à Jung, si vous le voulez bien. Dès 1912, dans son ouvrage « Métamorphose de l'âme et de ses symboles », Jung met en avant à la fois la nécessité, l'inéluctabilité de la régression vers les couches archaïques les plus profondes de la psyché, afin qu'un véritable processus de renaissance à soi-même s'opère. Alors c'est tout le paradoxe d'un travail sur soi, il faut régresser pour avancer. Et cette proposition de Jung, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas non plus le fruit de sa grande culture mythologique ou même de son expérience clinique qui est déjà grande, mais c'est son expérience, celle qu'il a vécue tout au long de sa vie et qu'il a décrite dans le fameux chapitre de Ma vie qui s'appelle « Confrontation avec l'inconscient » dans ce livre donc autobiographique. Alors dans ce chapitre, qui couvre la période allant de 1912 à 1918 environ, et alors qu'il est installé dans sa très belle maison de Küsnacht, Jung décrit les grandes étapes de cette confrontation. Les rêves et les imaginations qui viennent le perturber, qui l'effraient, qui le dépassent, qu'il cherche à interpréter, mais souvent sans succès.
La nécessité et l'humiliation de revenir à ses jeux d'enfant et de se remettre à quatre pattes, à même le sol, pour construire un petit village, afin de retrouver calme et unité intérieure. La plongée dans des profondeurs obscures où il fait des rencontres inquiétantes avec les figures d'Élie, de Salomé, de Philémon, qu'il va mettre en forme, notamment dans le fameux livre rouge. Bertrand Evenot est venu présenter ici ce magnifique objet qu'est le livre rouge, et vous retrouverez certaines de ses illustrations. Donc pour Jung, il est question de survie psychique. Jung pense qu'il pourrait devenir fou, et comme il est psychiatre, il sait de quoi il parle. Et donc il entend cette nécessité impérieuse de donner une forme à son vécu intérieur. C'est sa belle maison de Küsnacht, au bord du lac. Alors, en toile de fond de ces années qu'il décrira comme étant l'époque la plus importante de sa vie, celle au cours de laquelle toutes les choses essentielles se décidèrent, il y a la peur de ne pas tenir le coup, de s'effondrer psychiquement. Et en même temps qu'il fait ses explorations, il est très attentif à sa vie quotidienne. Le travail avec ses patients, ses responsabilités familiales, sa vie au jour le jour avec son entourage. Ça, c'est quelque chose de très important. Et donc, Jung se lance. Il accepte l'émergence de ses rêves, de ses fantasmes, de ses imaginations, si effrayantes et perturbantes soient-ils. Il les prend au sérieux comme des réalités vivantes, chargées d'énergie, avec leur pouvoir de transformation. Voilà, vous avez sous les yeux ce que Jung a vécu. C'est la première fois, enfin, tout à l'heure, on a vu Saint-Michel terrassant le dragon, le serpent, le monstre. Voilà le serpent que Jung affronte, qui vient comme ça des profondeurs, dont on voit la charge pulsionnelle, la puissance, mais en même temps, c'est un arbre qui commence à émerger dans la rencontre avec cette figure. Donc Jung vit physiquement ces expériences. Il peint, il dessine, il sculpte, il construit ses villages et il accepte petit à petit d'être enseigné par ces expériences. C'est très important ces tentatives de mise en forme dans une visée non esthétisante. Jung ne fait pas un livre d'art quand il fait le livre rouge, même si aujourd'hui, quand on le consulte, on se dit que vraiment, il y a des qualités artistiques remarquables. Mais il n'est pas du tout question de ça. Parce que s'il y avait visée esthétisante, il y aurait stérilisation du processus. Et donc, Jung est accompagné tout au long de ce voyage par ces figures intérieures et il accepte, et ça dure. Il se demande jusqu'à quand ça va aller. Alors, à travers ce récit, c'est toute la clinique jungienne qui déjà se révèle et se déploie. C'est une expérience vécue, assimilée, intégrée dans la vie. Ce n'est pas une expérience intellectuelle que l'on vit dans un accompagnement qui transforme. Et en même temps, vous voyez que ce serpent, ce dragon, il est extrêmement fort et puissant, et donc il y a une dangerosité qui est constamment rappelée avec ces risques d'éclatement du moi, de plonger sans retour dans le monde souterrain ou d'identification à des images souvent grandioses. Et ce parcours, c'est celui que le héros fait depuis toujours, à travers les différents mythes, à travers les différents symboles. Et de ce voyage, il sortira transformé. Ce voyage, c'est aussi une nekia, une traversée du désert. Et c'est à l'issue de celle-ci qu'il écrira son premier ouvrage conséquent. Il a écrit des articles, des contributions, et ce sont les types psychologiques, qui paraissent en 1921 en langue allemande, en 1924 en anglais et en 1950 en français, toujours à la traîne. C'est donc que les types psychologiques ont représenté pour lui aussi
une tentative d'explication et de compréhension de ce qu'il a vécu, de ce qu'il a séparé de Freud, et cela témoigne de la façon dont il s'avance dans sa propre pensée. Alors je voudrais dire deux mots aussi d'une expérience dont Jung témoigne et qui est très importante dans la régression, c'est la question du temps, du rapport au temps. Jung, aux différentes époques de sa vie, a toujours eu l'impression de vivre à la fois sa vie, comme nous vivons la nôtre, limitée de toutes les façons, modeste, imparfaite, insatisfaisante parfois, et en même temps de vivre dans un passé immémorial. Alors, si vous avez lu ma vie, vous connaissez peut-être ce rêve où Jung parle de sa personnalité numéro 1 et de sa personnalité numéro 2. Et c'est quand même la personnalité numéro 1, petite, devant cette grande ombre immense qui vient du fond des âges et du fond des temps, qui tient allumée la lumière de la conscience. Et donc, c'est très important de tenir cette vie et de ne pas non plus tomber dans ces images grandioses qui pourraient être une sorte de fuite. L'idée, c'est celle d'une confrontation, d'une tension dynamique entre le moi et l'inconscient qui traverse l'œuvre de Jung et qui est à l'œuvre dans la typologie. Alors Jung, il se confronte toute sa vie à ces deux temporalités, dès son enfance, puis lors de son entrée dans l'âge adulte. Lors de sa rencontre avec Freud, cette question deviendra centrale. Jung interprète les rêves très tôt comme appartenant aux rêveurs, mais aussi appartenant à des parties anciennes dont le rêveur a pu hériter, ces fameux héritages transgénérationnels dont on a d'ailleurs beaucoup parlé après Jung. Jung compare souvent l'inconscient, c'est très beau je trouve ce terme, au mythique pays des morts, le pays des ancêtres, où les morts réclament un enseignement des vivants. Jung a beaucoup voyagé, il est allé notamment en Afrique, et quand il est en Afrique, il dit qu'il se retrouve au pays de sa jeunesse, c'est-à-dire de la jeunesse de l'humanité. Et il rencontre cet homme sombre qu'il attendait depuis 5000 ans. Alors évidemment pour Jung, il y a un lieu qui est, voilà, là vous avez vu, alors attendez, là, je vais trop vite, je vais revenir en arrière, qu'est-ce que je fais là? Voilà, je vais me remettre dessus. Voilà. Pour ces expériences, pour donner une forme à ces expériences, il y a le livre rouge et il y a aussi Bollingen, la tour. Et d'ailleurs, c'est très intéressant de constater que quand il finit le livre rouge, il commence à construire sa tour. Il a besoin de ces espaces pour vivre la rencontre véritable avec l'inconscient. Donc, il décrit la tour de Bollingen comme un lieu de maturation, un sein maternel qui lui permet de continuer à mettre en forme les matériaux de l'inconscient. Jung dit, à Bollingen, il renaît dans la pierre. À Bollingen, dit-il, je suis plongé dans le silence, on vit dans une modeste harmonie avec la nature. Des idées émergent qui remontent du fond des siècles et qui par conséquent anticipent un lointain avenir. Ici s'atténue le tourment de créer, ici création et jeu sont proches l'une de l'autre. C'est un beau programme, je trouve, pour nous accompagnants, que de pouvoir se reconnecter à cela. Alors, on pourrait dire que ce n'est qu'à la fin de sa vie, enfin dans la dernière étape de sa vie, à partir de 1944, que Jung fera une expérience unifiée du temps. Il a un infarctus en 1944, il a 69 ans, et là il vit des expériences qui l'amènent à voir en lui cohabiter le temps éternel et le temps dans lequel il vit. Il dit « J'ai vécu cet état où passé, présent et avenir ne font plus qu'un ». C'est tout à la fin de sa vie qu'il pourra vivre cette expérience. Alors il rappelle aussi que l'inconscient en sait toujours plus que le conscient.
mais que son savoir est d'une essence particulière, un savoir sur l'éternité et dans l'éternité, qui le plus souvent n'a aucun rapport avec l'ici et le maintenant, et qui ne tient aucun compte de ce que voudrait notre intellect. Ça veut dire que bien souvent, dans l'accompagnement, il faut lâcher et laisser le processus se faire, qui évidemment ne prend pas forcément la forme que nous avions imaginée. Mais revenons à la régression. Ça, c'est une des sculptures de Jung. Il taille la pierre et il a beaucoup de talent pour le faire. Alors, revenons à notre héros. Et en arrière. Quelques semaines après le début de son analyse, une patiente rêve qu'elle doit descendre un escalier qui entre sous terre, comme dans un château du Moyen-Âge. Vous voyez comment le processus de régression s'amorce. Une situation de coaching maintenant. Un coaché, dirigeant ayant de lourdes responsabilités, quelques séances après le début de notre travail, me raconte, stupéfait, qu'il a passé le week-end à fabriquer un arc pour son petit-fils et qu'ils ont joué ensemble à Robin des Bois dans la forêt de Sherwood. Il en est tout à fait bouleversé. Il avait prévu de travailler ce week-end-là, comme tous les autres, et s'est d'abord rendu compte qu'il avait oublié son ordinateur dans son bureau. Pendant ce jeu, il s'est retrouvé plongé dans l'atmosphère de sa propre enfance, dont il n'avait aucun souvenir. Et c'est tout un passé qui le saisit et l'invite à se relier à ses rêves d'enfant, sacrifiés au prix d'un parcours scolaire et professionnel qui petit à petit a tué sa créativité profonde. Vous voyez la régression, le retour en arrière, l'enfance et les formes que peuvent prendre ces toutes premières étapes. Alors, la régression sur le plan étymologique, c'est bien un retour en arrière. Marche en arrière, retour, mais aussi, et l'étymologie nous apporte toujours beaucoup, moi je dis l'étymologie c'est l'inconscient des mots. C'est retour et c'est aussi recours sur le plan étymologique. Donc vous voyez dans quelle direction il faut aller. Psychologiquement, la régression est donc un retour en arrière de la libido, de l'énergie psychique. Et dans ce retour en arrière, la libido anime ou réanime des matériaux psychiques anciens qui reposent dans l'inconscient. Ainsi chargés d'énergie, ces matériaux deviennent vivants, perceptibles et donc accessibles de nouveau à la conscience. Alors, ce serait simple si ça se faisait facilement, mais en fait, ces matériaux entrent souvent en conflit avec le moi, dans un mouvement dynamique qui crée un troisième terme. Ce dirigeant, il est d'abord tout à fait catastrophé d'avoir oublié son ordinateur. Et puis, il est un peu vexé de se retrouver à jouer à Robin des Bois, même s'il y prend un grand plaisir, beaucoup de culpabilité. Donc, vous voyez que d'emblée, il y a cette tension qui s'anime entre ce qui le saisit là et ses obligations, ses engagements. Comment va-t-il faire? Doit-il renoncer à ses fonctions? Non. Mais doit-il abandonner la forêt de Sherwood? Non plus. Donc, il va y avoir conflit. Et c'est de ce conflit dynamique, cette tension entre les opposés, que surgira peut-être un troisième terme qui ne sera ni l'un ni l'autre, mais une sorte de création. Et c'est bien ce que nous attendons, nous les accompagnants, que cette tension s'active et qu'elle devienne un recours dans notre travail d'accompagnement. Mais s'il n'y a pas passage par la régression, alors que le moi est épuisé, il ne peut rien se passer. Donc notre patient, notre client va devenir le héros de ce parcours et il trouvera peut-être à la fin de cette expérience une position plus entière pour faire face à sa vie, à ses exigences et à se projeter dans le futur d'une façon plus créative. Et je peux vous dire qu'il ne sert à rien de vouloir précipiter ce processus. Il prend du temps, il prend son temps. Présent, passé,
futur. Pas de futur sans passé, pas d'arbre sans racines. Ça aussi, les grandes traditions nous l'enseignent. Alors, une fois la régression amorcée, nous pouvons repérer quelques grandes étapes que chaque personne accompagnée vivra à son rythme, en s'appuyant sur ses propres images ou références, mais qui présentent aussi des points de similitude. Dans ce voyage du héros, dont la littérature, le cinéma, toutes les formes d'art ne cessent de rendre compte, il est toujours question de traversées, de rivages inconnus, de batailles, de blessures, de pertes, de sacrifices, puis de renaissance. Cette dernière n'est possible qu'après le passage par la mort psychique. C'est un parcours difficile, douloureux, jalonné de nombreux dangers, comme le retour d'Ulysse dans sa patrie, que décrit Homère, ou le voyage de Dante dans l'enfer de la Divine Comédie. Jung ne cesse de mettre en avant l'aspect prospectif et thérapeutique, donc paradoxal, de ce voyage. Et il est bien placé pour en connaître les dangers. Alors, il s'agit toujours d'une traversée de l'ouest vers l'est. C'est un ouest et un est symbolique, mythique, bien sûr. C'est-à-dire que le héros s'inscrit dans le mythe solaire. Pourquoi d'est en est? Parce qu'il va vers le soleil. Il va vers la lumière, il va vers la renaissance. Alors vous voyez, ça c'est Jung. Voilà le mythe solaire et cette traversée telle que Jung peut la représenter. Comme Jonas, qui est avalé par le gros poisson, le héros traverse parfois l'océan dans un tonneau, dans une caisse, dans une arche, dans un fragile berceau, tissé des roseaux ramassés au bord du fleuve, ou dans une baleine. Tous ces contenants figurent, alors on pourrait dire le corps de la mer, c'est-à-dire le corps d'un contenant qui est toujours repris dans nos cadres de travail, repris et symbolisé dans nos cadres de travail et dans le transfert. Comment ne pas penser au temps de gestation? Là, vous voyez sur cette image très ancienne, on voit dans la même image Jonas avalé et Jonas recraché. Comment ne pas penser au temps de la gestation du bébé dans le ventre de sa mère? Alors, durant la traversée, le héros a fait du feu. Il s'agit bien sûr de maintenir allumée, un peu quand même, la lumière de la conscience, comme dans le rêve de Jung dont je vous parlais tout à l'heure. Ulysse, homme de la métisse, c'est-à-dire guidé par Athéna aussi, ruse et astuce sont très présentes dans l'Odyssée. Il fait très largement appel à ses qualités pour s'en sortir. Alors le feu, c'est aussi une énergie qui entretient une relation très puissante avec les sensations, les affects, les dimensions pulsionnelles, le corps. Dans cette épreuve, le héros perd souvent ses cheveux et se retrouve comme Samson, privé de sa force, privé de ses défenses. C'est-à-dire que le héros doit accepter de régresser à ce niveau-là pour continuer son voyage. Il sera finalement débarqué sur une rive inconnue, qui peut être une rive interstellaire, après un voyage dans un vaisseau spatial. Donc il sera débarqué sur une rive inconnue,
non sans avoir mené un combat avec un monstre, une baleine, un hydre, avec lequel il se bat, qui parfois le recrache, mais en tout cas dont il sort par la force, en coupant la peau qui l'enferme ou risque de le retenir. Jung parle bien d'une renaissance, et Jung dit que le héros, à ce moment-là, rachète aussi non seulement sa vie, mais celle de ses ancêtres. Vous voyez le genre de combat que Jung a mené avec le dragon. Alors, l'ouverture du cercle, on voit bien, hein, là, comme le dragon est aussi une sorte d'ouroboros, hein, de système fermé dans lequel le héros se trouve prisonnier. L'ouverture du cercle permet à un autre rapport au temps de s'élaborer. Le cercle n'est plus fermé sur lui-même, il devient une ligne ouverte où les jalons du passé, du présent, du futur peuvent être posés et structurer un nouveau parcours de vie. Jung évoque à plusieurs reprises dans des écrits tardifs qu'il a élaborés avec Wolfgang Pauli, qui était prix Nobel de physique quand même, et avec lequel il a travaillé le concept de synchronicité. Jung a souvent évoqué que énergie et temps sont identiques. Le temps bouge et l'énergie bouge. Quand on vit ce parcours et qu'on en contacte les bienfaits, on comprend ce que ça veut dire, parce que tant qu'on est enfermé à l'intérieur du serpent, l'énergie vient à manquer. Quand on s'en délivre, l'énergie revient et le temps peut de nouveau s'écouler. Alors, on pourrait dire aussi que... Je vais revenir en arrière. On pourrait dire aussi que dans ce voyage, et c'est ce qui a fâché beaucoup Freud, hein, pour Jung, le héros est en permanence confronté à la question de l'inceste, que Jung a toujours envisagé dans sa dimension symbolique, comme un mouvement de régression de l'énergie psychique vers la mère archétypique des origines, c'est-à-dire l'inconscient. Et pour Jung, c'est le fait de pouvoir fabriquer du symbole, ou un troisième terme, hein, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui permet alors de barrer la voie à la concrétisation de cet inceste. C'est-à-dire que pour Jung, il s'agit de passer d'un registre infantile, pulsionnel, à un registre symbolique. Vous voyez que ce sont de très dangereux combats qui continuent d'être imagés dans les formes les plus contemporaines. Vous voyez, là on voit, vous savez que c'est une femme, hein, qui combat le monstre. À chaque fois, on va parcourir quelques étapes. Donc tout au long de ce voyage, le héros livre de nombreux combats, il risque sa vie, il y laisse souvent un bras, une main, une blessure à la hanche, il boite, il laisse quelque chose en tout cas. Les monstres qu'il rencontre sont nombreux. Ils ont à voir avec le dragon, le serpent, le monstre marin, l'alien. Et en fait, plus la conscience du héros résiste à cette rencontre et à ce qu'elle pourrait avoir de fécondante, plus le monstre devient dangereux et menaçant. En fait, le serpent, le monstre, il pousse le héros à l'opposé de lui-même. Alors là, c'est de nouveau l'archange Saint-Michel qui combat le dragon au moment du jugement dernier. Alors, dans le travail analytique, nous savons que ce danger peut être pris au sens propre comme au sens figuré.
les risques d'anéantissement psychique, d'éclatement d'un moi fragile, de dissociation, d'émergence de processus psychotiques, de somatisation, de réactivation de maladies anciennes, comme certains cancers, sont tout à fait présents. Tous ces combats sont des métaphores du combat avec la puissance de la mère archétypique, de l'inconscient. Il faut y aller. En général, il vaut mieux y aller accompagné. Et il faut y aller avec prudence, un peu comme on descend, vous savez, les paliers, comme les plongeurs le font. Jung parle un langage qui est très poétique. Voilà comment il le présente. Dès que la libido quitte le monde qu'éclaire le soleil, c'est-à-dire le monde du moi, soit par décision de l'individu, soit par déperdition de force vitale, cette libido retombe dans sa propre profondeur, retourne à la source dont elle a jailli naguère. Ce point de rupture, c'est la mère. C'est en elle que fut pour nous la source de la libido. Aussi, quand l'homme faible doute, renonce à une grande œuvre, la libido reflue à cette source. C'est l'heure dangereuse où il décide de son anéantissement ou d'une nouvelle vie. Donc il y aurait un risque à vouloir y rester, parce qu'on peut s'y sentir pas mal aussi, d'où les difficultés pour certaines dépressions, certaines personnes qui vivent des dépressions, à s'en sortir. Vous voyez comme le langage le plus simple témoigne de cette réalité psychique éternelle. On va continuer. Voilà, on a là, c'est toujours le Saint-Michel sous diverses formes. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, moi j'aime beaucoup celle-ci, c'est Saint-Michel et regardez un petit peu si vous voyez la tête que le dragon a. Je trouve qu'il est assez comique, ce dragon, avec sa langue pendante, sous les pieds du Saint-Michel. Vous le voyez? Ouais. Donc, vous voyez, les peintres du Moyen-Âge ne manquaient pas d'humour non plus. Donc, Jung explique que le héros aura des sacrifices à faire. C'est le sacrifice d'une position infantile qui pourrait toujours nous conduire à retourner dans le connu. Ça, ce sont nos monstres contemporains. À retourner dans le connu, à se laisser bercer, à se laisser porter. C'est toute la problématique de la régression, s'y laisser aller pour ensuite sacrifier le désir d'y rester. Et Jung le rappelle à la fin des Métamorphoses, la libido enlevée à la mer qui ne suit qu'à contre-cœur, devient menaçante comme un serpent, symbole de l'angoisse de mort. Car il faut que meure la relation avec la mer, et de cela, on meurt presque à soi-même. C'est ça le sacrifice. Ça, c'est un magnifique retable où, au centre, vous voyez l'archange Saint-Michel qui pèse les âmes. Donc, il combat le mal et il pèse les âmes. C'est très beau. Et ce n'est qu'après ce sacrifice, cette ouverture au sacré, que cette étape cruciale de la Renaissance pourra avoir lieu. Alors, quand on ne la trouble pas, dit-il, la régression ne s'arrête nullement à la mer, c'est-à-dire aux premières phases de l'inconscient. Elle la dépasse pour atteindre le monde originel des possibilités archétypiques, où, entouré de toutes les images, de toutes les créatures, l'enfant divin attend, en sommeillant, de devenir conscient. L'enfant étant bien entendu la partie de nous-mêmes qui nous conduit vers cette renaissance. Alors, voilà, ça c'est encore une forme. Alors ça c'est, tout à l'heure, je crois Brigitte Chuquet a parlé de Saint-Georges, le voilà Saint-Georges. Saint-Georges, c'est le patron des chevaliers, donc lui il est toujours sur un cheval. Sur un cheval ou dans son vaisseau spatial. Et vous voyez comme les images se répondent.
C'est pour ça que ces films marchent formidablement bien. C'est parce qu'ils se saisissent des mythologies les plus anciennes, les plus actuelles en fait, pour nous parler directement à travers des grands symboles qui sont actualisés. Je vous parle d'un rêve de fin d'analyse. Je marche dans l'herbe humide de rosée d'un grand champ. C'est le petit matin. Le soleil est en train de se lever devant moi. Le soleil est en train de se lever devant moi. Vous voyez que c'est une femme qui a fait un très très long voyage, qui l'a vraiment menée dans ce champ face à ce soleil naissant. C'est le petit matin, le soleil est en train de se lever devant moi, j'entends un léger bruit et me penche. C'est une petite grenouille qui croasse. C'est drôle, son nom est identique au surnom que me donnait mon père lorsque j'étais enfant. Donc tous les éléments sont là. La réintégration dans son corps pour cette femme qui était complètement coupée de tout, de ses émotions, de ses sensations, le retour à l'enfance et ce processus de renaissance. On pourrait dire que cette dynamique nouvelle est toujours une création. Les artistes en témoignent parce qu'elle est à l'origine du processus de création en même temps qu'elle en est l'objet. Les monstres ont parfois des allures bizarres, et les confrontations sont parfois terribles. Écoutons ce que dit Toni Morrison, qui a été la première femme noire prix Nobel de littérature. Elle est décédée l'année dernière. Et elle parle de son rapport au passé dans une émission où elle était reçue en France. On ne peut pas changer l'avenir, mais on peut changer le passé. L'avenir ne va pas au-delà de notre propre vie, mais le passé, sur le plan de l'imagination, est infini. Il faut une révision du passé, il faut le repenser. Moi, j'ajoute, il faut y repasser. Ce n'est jamais fini. Ce n'est jamais concrétisé une bonne fois pour toutes. C'est comme un puits de richesse, de bijoux, de puissance, de pouvoir et de douleur. Et le passé est en fait infini. On ne peut pas simplement prendre le passé et le porter sur son dos, sinon cela vous écrase. Si on ne se souvient pas, si on ne le choisit pas et on ne réécrit pas son histoire, à ce moment-là, on est amoindri en tant que personne et il faudra sans cesse y revenir. Vous savez, ces répétitions à l'envi, ces difficultés qui se répètent, qui insistent et qui devraient vraiment nous obliger à reconsidérer les choses. Alors évidemment, Toni Morrison, elle parle de son travail d'écriture, elle évoque son rapport à la langue, mais aussi le passé d'esclave de ses ancêtres, dont elle a fait la matière même de son œuvre. Et ainsi, elle rend une voix à celles et ceux à qui le statut d'être humain avait été dénié. Toujours notre dragon, là. Là, vous voyez, c'est Angélique qui est délivrée par Roger. C'est très intéressant de regarder cette image parce que là, ce qu'on voit, c'est le héros délivrant son anima, c'est-à-dire sa partie féminine, et qui du coup sort de sa relation archétypique avec le dragon maternel des origines. Et on pourra dire que pour un héros, pour un homme héros, la relation avec la femme n'est possible que quand cet anima a été délivré. Bon, ça c'est Jeanne d'Arc, quand même. Comme guerrière, elle se pose là, elle aussi. Alors les cinéastes, en reprenant sous des formes contemporaines les mythes anciens, ne cessent de nous proposer de vivre et de revivre les différentes étapes de la régression. De la rencontre avec notre dragon intérieur, de la bataille qui s'ensuit et du sacrifice que nous devons faire après celle-ci, condition d'une renaissance. Toujours enrichie
de la part du monstre que nous portons désormais en nous. Ça, c'est très important. Et à ce moment-là, présent, passé, futur rythment le cheminement de nos vies. Ce n'est pas une expérience faite une fois pour toutes. Pour Jung et ses artistes, cette expérience, renouvelée moult fois au cours d'une vie, passe par les sensations, la sensation et le lien. Elle ouvre à la renaissance, au temps retrouvé et à la création. C'est toujours une création d'une dynamique nouvelle, individuelle, mais aussi collective. Vous remarquez dans ces images que des femmes se confrontent aussi aux dragons. À partir de maintenant, je vais vous demander de chercher le serpent, de chercher le monstre. Vous allez voir que la position de ce dernier évolue un peu. Si vous regardez attentivement cette image, je vais vous guider, vous verrez que le serpent, il est là. Il est donc sous le pied de la Vierge. Je vais y revenir après, c'est très intéressant. Où il est le serpent sur cette représentation de Jung? C'est le serpent qu'on a vu tout à l'heure, cette espèce de serpent gigantesque qui faisait ce cercle qui l'enfermait. Vous le voyez? Il est en train de pourrir sur le sol. Et de cette pourriture naissent des fleurs que le héros peut commencer à arroser. Donc vous voyez que le processus de transformation, là, il est bien à l'œuvre. Voici encore le serpent. Je vais vous le montrer. On va s'en rapprocher. Le voilà. Ce qui veut dire que dans une même image, nous avons le serpent, la Vierge Marie et le renouveau avec l'enfant. Elle ne le tue pas, le serpent. Elle le contient. Il est sous son pied. C'est une proposition intéressante. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Dune. Donc ça, c'est aussi une autre façon d'entrer en relation avec le serpent. Et vous voyez comment le tout petit bonhomme en haut le chevauche. Le serpent est devenu une sorte d'allié. On compose avec le serpent. Il s'agit là de dynamiques nouvelles, individuelles, collectives. On voit des femmes qui s'y confrontent. La Vierge Marie qui tient le serpent sous son pied tout en portant l'enfant divin. C'est-à-dire les potentialités du soi, de notre soi, de notre renouveau. Alors, il y aura bientôt un film qui va sortir, un nouveau film sur Dune. Il y en a eu un il y a quelques années qui était assez catastrophique. On en a parlé avec Sylvie. Si ce n'est peut-être la présence de Sting en tenue légère qui a apporté un peu de piment. Mais sinon, c'était vraiment un gros nanar. Mais là, je pense qu'on aura une vision très intéressante dans ce film parce qu'en fait, celui qui a écrit le livre, Frank Herbert, était psychanalyste des profondeurs. Il était à la fois écrivain et psychanalyste jungien. Et dans cet ouvrage qui a eu un grand succès, on a absolument tous les mythes du héros tels que je viens de vous les évoquer. Donc je pense que peut-être ça sera intéressant d'aller voir ce qui se passe de ce côté-là. Là aussi, le serpent, ça c'est Jung, c'est Philémon qui enseigne Jung pendant tout ce parcours. Vous voyez que le serpent, il est toujours là. Il n'est pas du tout à la même place que dans ce premier dessin où il surgissait avec cette violence éruptive.
Ce n'est plus non plus le serpent du combat contre lequel le héros se bat, cette hydre à 1000 têtes. Il est paisiblement installé dans un coin du paysage. Il fait partie du paysage. Il est intégré comme une dimension nécessaire, féconde. La relation d'accompagnement, et je terminerai là-dessus, n'est pas une expérience intellectuelle. Toutes ces images nous le montrent avec force. C'est une expérience de l'engagement, du corps, de la présence et de la relation à un autre. C'est à partir de ce vécu que se trouve la possibilité de la création d'une vie ou d'une œuvre. Alors, point de virtualité dans ce processus, c'est un peu paradoxal de vous dire ça, alors que la plupart d'entre vous assistent à cette conférence à distance. Ces moyens sont nécessaires et utiles dans le cadre actuel, mais je rêve du moment où nous pourrons tous nous retrouver et où dans nos cabinets, nous pourrons travailler dans cette proximité du lien et de la présence des corps, ce qui personnellement me paraît extrêmement important, c'est-à-dire une rencontre incarnée. Alors pour conclure, il me semble que l'expérience de la régression, le mythe éternel du héros et de sa quête, se rejoue dans toutes les situations où il est question de quitter, de traverser une étape de vie personnelle ou professionnelle sclérosée, de trouver de nouvelles ressources et de naître ou renaître à soi-même. La richesse de ce parcours est telle qu'il serait vraiment dommage que les coachs le laissent de côté. D'autant plus que la plupart d'entre eux, la plupart d'entre nous, le sont devenus après l'avoir vécu. Alors, cette iconographie que nous avons découverte ensemble, qui représente une part infime des créations artistiques autour de ces sujets, nous en montre la richesse infinie, mais aussi le pouvoir de transformation. Et donc, je vais vous proposer peut-être pendant la discussion qu'on puisse reprendre ces images, les regarder de nouveau, parce qu'elles nous guideront aussi, je l'espère, dans notre temps d'échange. Voilà, je vous remercie de votre écoute. On peut repartir du début. Ah bon, mon Dieu. Je vais les repasser à l'envers. Je repars, oui, mais je vais revenir tranquillement. Moi, j'avais une question purement iconographique. Les premières photos sont des photos de Viola? Oui, tout à fait. C'est sa collection des Dreamers qui occupe une salle entière dans les expositions qui lui sont consacrées. Et c'est très impressionnant. Évidemment, je ne peux pas rendre l'effet parce que ce sont des personnes qui sont plongées dans l'eau et on voit l'eau qui bouge. Donc, on est emporté avec eux dans cette nappe phréatique ressourçante. Bill Viola, il a les symboles chevillés au corps. Tout ce qu'il produit est en lien direct avec les grands symboles de l'humanité. C'est tout à fait remarquable. Quand on a ça en tête, je ne sais pas si ça vous fait cet effet-là, mais quand on a ce référentiel en tête, bon là je vous ai parlé du parcours du héros, il y a d'autres grands archétypes, mais quand on a celui-là en tête, on ne voit pas un musée ou une expo de la même façon. Et on voit comment l'art ne cesse de produire et de reproduire dans des images accessibles aux personnes qui les contemplent les mêmes schèmes, les mêmes structures, et c'est parfois même vraiment sidérant.
Pourquoi j'ai pas... Pas de question, simplement des remerciements. Merci Reine-Marie pour cette iconographie que nous parlons. Bon, alors peut-être que dans la salle, il y a quand même des réactions, des questions, des protestations, que sais-je. Oui. Marie, pour t'avoir entendu sur ce sujet, dans d'autres instances, il me semble que tu avais évoqué que sans aller jusqu'à la régression, il était possible, bien sûr, de trouver des ressources de façon un peu moins douloureuse, et notamment dans la sieste. Ah oui, oui, c'est vrai, oui, oui. D'autres Oui, tout à fait. circonstances que nous pouvons peut-être davantage vivre sans aller jusqu'à une crise profonde. Oui, non, mais je te remercie. C'est vrai que j'avais fait l'éloge de la sieste et je vais le refaire là ce soir. En fait, c'est-à-dire que je fais souvent l'éloge de toutes les situations où le moi peut lâcher et se reposer. Et tous les moments de notre vie qui sont des moments où on peut rêver, sommeiller, se laisser aller à ne rien faire, sont des moments très féconds parce qu'ils instaurent physiologiquement, naturellement, cette dialectique du moi et de l'inconscient. Et on voit souvent d'ailleurs des images qui remontent, des idées qui nous arrivent, alors qu'on avait l'impression qu'on était complètement bloqué là, sur ce sujet-là. Et en fait, même, je dirais que beaucoup de découvertes scientifiques ont été faites à l'issue après une bonne nuit de sommeil, ou une bonne sieste. Et je ne saurais trop vous encourager à aller dans cette direction. Et d'autant plus que nous vivons dans un monde où le temps de sommeil s'est considérablement raccourci par rapport à celui des générations précédentes, où on ne vit plus du tout au rythme de la nature, pas assez, et où on est souvent pris dans une espèce d'activité comme ça, qui tient plus de l'agitation qu'autre chose, et qui nous épuise, sans que naturellement cet équilibre puisse se mettre en place. Donc effectivement, merci Claire de nous le rappeler, parce que il est toujours question de la dialectique du moi et de l'inconscient. Quand le moi se déprime un peu, au sens physique du terme, il lâche de sa toute-puissance, de sa crispation, de sa prétention aussi, serais-je tentée de dire, et du coup, quelque chose d'autre peut advenir. C'est pour ça que vous voyez, j'avais réfléchi, j'avais plusieurs idées pour vous parler d'une situation de début de coaching, mais c'est souvent le contact avec l'enfant, les petits-enfants, qui permet de retrouver quelque chose de l'enfant en soi, de sa maladresse, de sa vitalité aussi originelle et originaire, qui recrée une nouvelle dynamique. C'est une question que je voulais vous poser, c'est qu'en thérapie, effectivement, on est dans un temps long, et donc ce chemin peut se faire relativement naturellement, oui. Même si parfois c'est douloureux, etc., et qu'il y a beaucoup de circonvolutions. Sur un coaching, donc on est sur du temps court, et des gens qui ne sont pas forcément en thérapie et qui n'ont pas cette réflexion, comment vous faites pour essayer de... Est-ce que vous avez des outils ou des exercices pour essayer de faire émerger des étapes de ce chemin? Alors, je ne le dirais pas comme ça. Je ne parlerai pas d'exercice ou d'outils parce que je crois que ça pourrait renforcer, même au contraire, vous voyez, une façon de tenir quelque chose. J'ai plutôt parlé du cadre. Je crois quand même que l'instauration de ce cadre, sur un nombre de séances quand même, je parle d'un accompagnement qui va durer quand même un certain temps, il y a peu de temps, on a débattu avec des collègues d'une situation de coaching et la personne qui nous en parlait nous dit « Ah bah oui, 9 mois ». Puis elle s'arrête, elle dit « Oh, 9 mois, mais oui, 9 mois. 9 mois, bah oui, 9 mois d'une renaissance ». C'est-à-dire véritablement d'un travail qui a pu conduire à parcourir un chemin. Donc, évidemment, on n'est pas du tout sur le même plan qu'un travail analytique, mais je pense que si on partage nos expériences, le fait d'offrir un dispositif avec des séances
dans le lieu idéalement du praticien, dans un cadre qui est dédié à cette personne, où donc elle se déconnecte de toutes les pressions qu'elle subit, où le temps du trajet peut déjà être un temps qui lui permet d'entrer dans un autre temps. Hein. Le fait qu'on puisse être vraiment à son écoute, le calme, cette attention qu'on l'invite à porter à elle-même, c'est vraiment un dispositif qui, je pense, active des dynamiques qui ont à voir avec ce dont nous avons parlé ce soir. Peut-être à minima, mais c'est quelquefois suffisant pour qu'on retrouve ces fichues ressources qu'on avait perdues au départ. N'oubliez pas, hein, le postulat, c'est le moi est épuisé. Et on l'entend ça. J'en peux plus, j'ai plus de ressources, je n'ai plus d'intérêt pour ce que je fais, je me sens vide. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors, ce n'est pas en demandant encore plus à la personne de travailler avec les ressources qui sont les siennes qu'on va favoriser quelque chose de l'ordre de cette transformation. C'est en créant un dispositif dans le cadre qui vient permettre à cette personne de se reconnecter à elle-même différemment. Moi, je suis plutôt, je suis optimiste sur le fait que chacun a des ressources. Hein. Simplement, quelquefois, l'accès à ces ressources est barré. Et il me semble que dans le travail d'accompagnement professionnel, on déblaye un peu. Mais pas avec des outils concrets, même si certains peuvent le favoriser, bien sûr. Hein. Je pense à un outil comme l'arbre de vie ou des lignes du temps, voilà, parce que ça amène un mouvement de réflexion, de retour sur soi qui enclenche quelque chose de ce mouvement. Je crois que monsieur avait une question. Je vous ai vu lever le bras. Un grand merci de tous ces éléments et de ce voyage. On a parlé de régression, on a parlé d'inconscient, de héros, de dragon. Et je cherche à faire une passerelle plus spécifique sur la typologie, et notamment le concept ou l'archétype d'ombre. Oui. Et bon, j'aime beaucoup l'ouvrage de Jérôme Bourquet, Apprivoiser son ombre. Et je me demandais si l'ombre pouvait être symbolisée par le dragon. Bien sûr, bien sûr. Et quel lien on peut faire avec l'inférieur et pourquoi pas les ressources que seraient tertiaires et auxiliaires. Oui, oui, bah écoutez, formidable, j'attendais la question. Non, mais c'est évident, c'est-à-dire que, bon là, on arrive naturellement à la typologie, mais c'est vrai que nous ne cessons de combattre avec notre ombre. Hein. Donc, évidemment, la typologie peut tout à fait rendre compte de ce voyage. Hein. J'ai parlé aussi de la tension entre les opposés. On pourrait voir le lien entre l'auxiliaire et la tertiaire. Hein. On pourrait la voir entre la dominante et l'inférieure, qui permettent d'ouvrir sur un troisième terme, un nouveau terme. Bien sûr, c'est ce que Jung a appelé le parcours d'individuation. Et c'est pour ça que j'ai évoqué tout à l'heure que dans les récits bibliques, de la grande littérature, dans les films récents, qui plaisent tant à nos ados aussi pour ça, hein, parce qu'eux, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de ces images, ils ont besoin de s'appuyer sur ces archétypes pour se construire, hein, et comprendre que ce qu'ils vivent à l'intérieur d'eux-mêmes peut être symbolisé par des grandes images qui fédèrent aussi le collectif. Et donc, quand j'ai évoqué le fait que plus le héros résiste au dragon, plus celui-ci devient menaçant et grossit, hein, ça a à voir effectivement avec cette question du rapport avec les fonctions opposées. Hein. Des questions de nos joueurs. Je trouve intéressant qu'on ne parle pas de compromis issu de la confrontation, mais bien de création d'un troisième terme, porteur d'énergie. Peut-être est-ce un signe à repérer, cette énergie dans la renaissance des projets dans nos accompagnements? Oui, je crois que c'est très juste. C'est très juste. C'est très juste et c'est souvent une surprise pour les deux protagonistes. Hein, parce qu'il nous arrive aussi d'être découragés, de nous demander ce que cet accompagnement va permettre, va produire, si nous sommes le bon interlocuteur,
si nous sommes à la hauteur, c'est pas très bon hein, quand on se dit ça en général, mais bon, on se le dit quand même. Si. Et puis, voilà, c'est effectivement une création. Il ne faut pas imaginer quelque chose de grandiose, c'est pas très bon signe, mais ça peut vraiment être au contraire une petite chose. Hein, la petite grenouille hein, qui croasse, par exemple, c'est vraiment une création très intéressante. Les fleurs qui poussent, là, vous voyez, sur le dragon pourrissant, c'est très intéressant aussi. Hein. Oui, je crois que c'est tout à fait ça. Je ne sais pas qui le dit, mais c'est très juste. Une autre question. Alors, ça, vous avez on a un peu répondu tout à l'heure. Comment repérer l'état de régression chez le coaché? C'est difficile de répondre à cette question parce qu'il y a autant de modalités que de personnes. Hein, j'ai évoqué les grands symboles, la traversée, on l'entend parfois dans les mots que les personnes vont chercher pour nous parler de ce qu'elles décrivent. La traversée, la perte de repères, les combats, les blessures, les doutes, le sacrifice, la renaissance. Chacun le vit à l'aune aussi de sa culture. Bon, évidemment, les symboles que je suis allée chercher là sont plutôt les symboles de la culture occidentale, mais je pense que dans l'iconographie orientale, africaine, on trouverait tout à fait les mêmes grands thèmes. Hein. Voilà, il faut y être attentif, mais je ne pense pas qu'on puisse écrire un manuel là-dessus. Et le retour à sa propre enfance. Oui. Parfois, certains clients avec lesquels on est vraiment sur un domaine purement professionnel, on va rester sur un domaine purement professionnel, puis d'un coup, paf, il y a les parents qui viennent. Oui. Enfin, ses parents à lui. Hein. Oh, quelquefois, ils sont là. Hein. Et ils prennent beaucoup de place, même. Ouais. Mais voyez, ça, c'est toujours assez bon signe. Parce que ça veut dire que ce que vit la personne, c'est quand même lié, et là je parle de coaching, hein, j'assume cette position, hein, c'est quand même lié à son histoire infantile, c'est aussi lié à l'histoire des générations qui l'ont précédé. On ne naît pas ex nihilo, on est porteur hein, de tous ces registres. Hein. Donc on peut quand même faire l'hypothèse que le conflit, on vient rarement nous voir quand tout va bien. Hein. Le conflit dans lequel cette personne se trouve est lié à quelque chose de son équation personnelle. Alors, il n'est pas question de travailler cette équation hein, dans le coaching. Par contre, il est question de l'aider à trouver des ressources hein, pour cette création. Hein. Ce troisième terme, qui peut prendre une forme très modeste, hein, je le dis de nouveau. Et donc, recontacter quelque chose de son histoire, de son enfance. Vous voyez la forêt de Sherwood, par exemple. Hein, il en était stupéfait. Hein, alors du coup, il a regardé, il est allé voir le film de Robin des Bois. Enfin, ça a déclenché un nombre de choses, mais extraordinaires. Hein. Je ne veux pas trop rentrer dans le détail, mais je dirais que c'est toujours bon signe. Même si, évidemment, en accompagnement professionnel, on ne va pas se lancer dans une interprétation, dans quelque chose, mais on peut peut-être dire simplement à la personne, mais alors, quel lien vous faites entre ce souvenir-là, ce que vous évoquez de votre histoire d'enfant, et ce qui vous amène là? Comment on tisse tout ça? Et comment on essaye aussi d'en faire quelque chose? Bon, évidemment, dans le travail thérapeutique, c'est très différent. Hein. Une autre question, la régression est-elle un choix? Ah non. Non, la régression n'est pas un choix. On peut accepter de s'y laisser aller. Quand on l'a vécu déjà plusieurs fois, on la connaît un peu, peut-être qu'on en a un peu moins peur. Hein. Certains n'ont pas le choix de ne pas y aller, et c'est la dépression qui s'installe, par exemple. Hein. Vous connaissez quand même la maladie du siècle, hein. C'est ce qu'on appelle maintenant les troubles bipolaires, hein, qu'on nommait avant la maniaco-dépression. Ça en dit long quand même, hein, sur la pression énorme que chacun d'entre nous subit,
hein, et dans le monde du travail en particulier, qui amène à cette dialectique d'une espèce d'excitation très problématique, hein, qui donne ce sentiment de puissance, de toute puissance. Dans les récits que j'ai évoqués, quand le héros il se croit invincible, il prend cher, hein, en général. Hein. Et l'étape suivante, il est revu à la baisse. Hein. Entre-temps, il y a souvent laissé un morceau de lui-même. Donc, de cette espèce d'excitation, de cette intensité, de cette recherche de la perfection, de l'excellence qui n'est pas humaine et qui ne peut se traduire que par une chose, c'est-à-dire la bascule, l'énantiodromie, hein, qu'on peut comprendre, nous, quand on utilise les outils typologiques, vers le pôle opposé qui est celui de la régression. Et ça part de l'un à l'autre, de l'un à l'autre. C'est terrible, hein. Ce dont je vous ai parlé là, c'est pas de ça, hein, c'est tout à fait autre chose. C'est une dialectique à un autre niveau. Donc, soit elle s'impose à nous, la régression, notamment dans la dépression, parfois dans ses formes les plus graves, soit, voilà, elle nous saisit, jamais au moment où on voudrait. Mais bon, comme ça. Oh non, pas encore. Oh non, pas cette fois-ci. Oui. Dans le contexte actuel, de pandémie, de télétravail, de pertes de liens, vous avez donné un premier conseil, la sieste, les moments de rêverie. De rêverie. Vous savez, la rêverie bachelardienne. Hein, Bachelard avait tout compris de Jung. Hein. C'est un grand lecteur de Jung. Contempler le feu, contempler les éléments, voilà, les animaux, la nature. C'est très important, ça. Alors justement, la question, c'est comment, quand on travaille dans les ressources humaines, qu'on accompagne des managers qui sont épuisés et vraiment pas bien. Donc là, j'ai noté la première idée de la sieste, pourquoi pas. Mais qu'est-ce qu'on peut faire encore, peut-être, pour diminuer cette espèce de pression qui s'est installée depuis longtemps, mais on va dire que depuis 9 mois, elle est encore plus forte. Qu'est-ce que vous conseilleriez Je vous conseillerais d'abord de vous occuper de vous. Parce qu'il y a un effet quand même, hein, produit. Et de contribuer dans la mesure des possibles à calmer le jeu. Mais vous ne pouvez le faire si vous êtes vous-même en capacité de pouvoir le faire. Ah, excusez-moi. Une question qui ouvre au-delà de la typologie, en même temps qui était là en filigrane sur masculin et féminin, et on voit sur ce tableau des héros et des héroïnes. Oui. Et je serais curieux d'avoir ce regard jungien. Et pourquoi pas aussi, si on fait un focus sur Star Wars, entre père et fils finalement. Mais déjà, masculin et féminin, je serais curieux de voir ce qu'on peut interpréter. Parce que c'est un sujet qui est tout à fait d'actualité finalement. Et le regard, on peut porter enrichi par l'apprentissage. Par la question de la régression, à l'aune de la régression. Oui. Est-ce que finalement, dire que ce sont des semblables en fait, hein, ou quelles sont les spécificités du héros et de l'héroïne? Ah oui, alors ça, c'est un sujet, je ne suis pas certaine de pouvoir y répondre, parce que, par contre, ce que je pense, c'est que dans le parcours de la régression, qui est toujours ce contact avec l'autre en soi, hein, qui peut être le monstre, mais quand on peut se délivrer du monstre, on retrouve l'autre sexe en soi. Hein, et l'image qu'on a vue tout à l'heure, je ne sais plus où il est mon Roger qui délivre Angélique, là, on le voit très bien.
Voilà. Hein. Donc, je vous ai dit, le héros délivre son anima prisonnière, hein, qui était gardée par le monstre. Hein. Donc, ça voudrait pouvoir dire qu'une femme, elle délivre son animus, hein, qui est gardé aussi, emprisonné par le monstre. Hein. Et que dans ce chemin, chacun doit aller vers l'autre. Hein. L'autre en soi, mais aussi l'autre dans la relation, enrichi de cette partie encore inconsciente de nous-mêmes. Et on voit bien, c'est un vrai sujet de société. Ce qui est très intéressant dans Star Wars, en fait, puisque les épisodes récents, finalement, montrent une héroïne. Tout à fait. Voilà, le miroir. Absolument. Absolument. C'est des héroïnes qui sont très masculines. Enfin, je pense à Alien ou à... Ah oui, Alien. On est plus dans une héroïne masculine qui va rechercher son féminin en allant combattre le monstre. Enfin, je sais. Son féminin? Ouais, moi je trouve. C'est plus des femmes qui sont construites sur des modèles masculins et qui vont rechercher le féminin, plus que réellement. Enfin, je pense à Alien. Qu'une femme qui va chercher son animus. Oui, je pense que Alien peut-être, mais dans d'autres, pas forcément. Et notamment les derniers épisodes de Star Wars, effectivement, je trouve que c'est une problématique intéressante. Qu'on voit bien activée différemment d'il y a 20 ans, hein, ou 30 ans, même de 40. Eh oui, le temps passe. Oui, Lionel. Elle est assez proche de celle de Fabrice. C'est à propos de cette image. C'est sur l'image, Roger libère son animus en tuant, alors c'est quoi la mère archétypique, le monstre. Oui. Dans la situation inverse, par exemple, Ripley qui tue Alien, qui se débarrasse d'Alien dans Alien, qui est-ce qu'elle tue en fait, et pour libérer quoi? Oui. Une question plus générale. Est-ce qu'on ne peut pas justement regarder le confinement comme une vraie phase de régression à l'échelle de l'humanité? Est-ce que là, on n'est pas justement dans cette phase de régression pour aller où, je ne sais pas, il ne faut pas qu'on se perde. Voilà. C'est certain que le confinement a activé quelque chose de cet ordre-là. Hein. De façon très heureuse pour certains, de façon beaucoup plus douloureuse pour d'autres, en fonction des conditions aussi dans lesquelles celle-ci a pu se dérouler. Mais c'est vrai que là, il y a quelque chose d'une butée qui est apparue et qui a obligé à un retour à l'intérieur de soi, à un autre rythme, enfin pour certains, du moins. Est-ce qu'on pourrait appliquer la régression à un État ou à un pays qui découvre qu'il s'est complètement affaibli en exportant à l'extérieur son industrie, ses médicaments et tout ça, et puis il en prend conscience d'un seul coup, il se rend compte que à cause du fric et de la puissance de l'argent, il n'y arrivera pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? J'aime bien l'idée de la régression d'une nation entière. En tout cas, c'est un phénomène collectif, ouais, hein, dans lequel nous sommes tous pris et qui est totalement inédit, hein, quasiment. Mais en tout cas, voilà, ça nous invite à voir quel sera le troisième terme, à le laisser s'activer en nous. Est-ce que par hasard, le démon, ça pourrait pas être les vieux qu'il faudrait tous tuer? Ah, j'aimerais pas qu'on termine la conférence là-dessus. Oui, ben justement. On pourrait faire une autre conférence très vite sur le vieux sage, histoire de sauver les meubles. Une question qui nous arrive, est-ce que toute personne connaît des régressions? Oui, ne serait-ce que quand on s'endort, on vit une régression dans le sommeil, puisque c'est l'inconscient qui prend les commandes. On vit une régression quand on tombe malade. Je ne vais pas faire l'apologie d'une bonne grippe, c'est vraiment pas le moment, mais il n'empêche que on a tous connu aussi de ces maladies qui nous remettent au lit avec un bon bouillon de poule et qui nous font recontacter
finalement des choses profondes de nous-mêmes, de notre rapport au corps, à l'enfance, et qui au final nous font le plus grand bien. Donc la maladie, la sieste, le sommeil, la rêverie, le jeu, oui, tous ces éléments viennent ouvrir à des brèches, hein. La création artistique. Hein, voilà. Quand Jung commence à dessiner, à peindre, quand Jung taille la pierre, quand Jung... Bon, ben voilà, on peut dire qu'il met en œuvre aussi quelque chose de cette régression dans laquelle il est pris. Mais Jung, il tient ça, et puis il tient sa vie. Hein. Il y a Bollingen et puis il y a Kusnacht. Hein. Quand on a eu la chance de visiter les deux lieux, on se dit que, voilà, ça ne devait pas être simple. Alors, un dernier sujet pour un niveau, simplement, il y a quelqu'un qui s'est permis effectivement de travailler cette théorie du retour du héros, et Sam Schultz, avec Implicit Career Search, qui est un outil, donc, non pas de coaching personnel, mais de développement de carrière. Est-ce que vous trouvez que cette approche peut être intéressante aussi dans le cadre d'une démarche de coaching personnel? Écoutez, j'aurais du mal à vous répondre parce que je ne la connais pas. Hein. Mais le parcours du héros intéresse beaucoup depuis longtemps. Hein. Je crois qu'il y a plusieurs approches, peut-être vous pouvez en témoigner les uns les autres, qui reprennent cette grande structure qui est une structure du récit. Oui, depuis la Bible, le Premier Testament et les mythes grecs, hein, qui sont quand même les deux grands textes fondateurs de notre culture. Et je pense que oui, enfin... Alors après, je ne connais pas cet outil. Je ne pourrais pas vous dire. Mais souvent, quand on accompagne une personne, on se rend compte de la puissance des métaphores. Hein, et qui sont des métaphores qui peuvent avoir un lien avec ça. Traverser, vivre une épreuve. Enfin, vous voyez, ce sont des mots très simples. Plonger pour remonter. Enfin, voilà, il y a plein de termes courants du langage vernaculaire, le plus immédiat, qui permettent d'imager déjà ce que la personne traverse. Est-ce que confinement associé à Covid ne peut pas être une étape exceptionnelle de développement personnel? Alors, je ne parle pas du Covid dans ses formes extrêmes, oui. Mais je parle du Covid qui vous vide, qui vous met à plat, qui fait que finalement, vous n'avez pas forcément besoin de ce dont vous avez besoin d'habitude. Et cette privation, finalement, peut devenir quelque chose de très agréable et de découverte de soi. Oui, oui, comme la maladie. C'est pour ça que je n'osais pas parler du Covid, mais j'évoquais la bonne grippe, le bon gros rhume. Enfin, c'est pas très agréable le rhume parce qu'on a le nez bouché, donc on est un peu... Voilà. Mais il y a des choses comme ça qui vous mettent à plat et qui finalement vous font du bien. Sur ce qu'on est en train de traverser actuellement, vous voyez, c'est Hercule luttant contre l'hydre de Lerne. Je pense qu'on en est un peu là. Hein. C'est protéiforme, je pense qu'il y aura des élaborations, peut-être a posteriori, sur ce que cela nous oblige à vivre. Mais en tout cas, c'est une butée, c'est une limite. C'est comment dire, une remise en cause de la toute-puissance, du moi, de la technique, voilà. Et peut-être que ce sera salutaire, mais je crois qu'en même temps, pour certains, c'est une épreuve terrible actuellement. Donc, mais on n'a pas le choix, oui. En tout cas, ce que moi j'ai remarqué, je l'évoquais avec deux collègues tout à l'heure, c'est que l'annonce d'hier, je l'ai entendue aujourd'hui dans mon cabinet, a vraiment provoqué un mouvement dépressif. Complètement. Voilà.
Et on a traversé un confinement, et cette annonce d'hier soir, ça renvoie à quelque chose de très difficile à intégrer. On peut faire aussi un parallèle avec Pompéi, l'exposition actuellement qui présente la chute de Pompéi, qui est absolument exceptionnelle. Et il y a vraiment plein de points communs, je trouve, entre cette présentation, parce qu'il s'est passé, et ce qui nous arrive. Mais vous voyez comment ce témoignage-là nous montre à quel point on peut se ressourcer aussi et trouver dans ces expériences passées un éclairage, si ce n'est peut-être même des ressources, hein. En tout cas donner du sens. Hein. Et je pense que l'art a cette fonction aussi de nous aider à travers toutes ces images, tous ces mythes qui vivent à travers la création artistique, à peut-être donner du sens. Oui, mais justement, est-ce que le fait d'avoir... Il y a quand même une entrave à l'accès à la culture avec cette interdiction de... Bon, ça pose des questions aussi. On peut peut-être... Il y a une question que les ouvriers vont revenir sur régression et type MBTI. Alors, on va parler de régression et de type psychologique, peut-être. On s'en est déjà dit quelques mots tout à l'heure. Hein. C'est-à-dire que ce chemin d'individuation qui se déroule de la dominante à l'auxiliaire, puis de la tertiaire à l'inférieure, n'est pas sans rappeler le parcours du héros. Hein. Parce que là, on va aller à la rencontre de l'autre partie de soi-même, hein, avec le cortège de difficultés et en même temps de potentialités. Donc, cette métaphore de la typologie, elle s'inscrit bien aussi dans la pensée jungienne, qui ne cesse de renvoyer toujours à cette dialectique, hein, de la position consciente à une acceptation relative de la dynamique sous-jacente. Donc la typologie est une des expressions de ce parcours. C'est d'ailleurs, je le rappelle, hein, le premier livre que Jung écrit au sortir de cette grande crise, qui est aussi une crise collective. Hein. Quand on a travaillé sur ces 3 émissions-là, alors c'est Fréquences protestantes, hein, 107.7. Si vous allez sur le site internet, vous pouvez réécouter les émissions. En fait, c'est un cycle qui démarre. Catherine Gras a eu cette idée vraiment remarquable de proposer à la chaîne un cycle sur les traces de Jung, qui va durer, je l'espère, 2, 3, 4, 5, 10 ans, où toute la galaxie jungienne sera invitée. Je pense que d'ailleurs, elle sera très contente de recevoir la FTP, hein, pour parler des travaux, de ses travaux. Et donc, moi, en 3 épisodes, c'est un peu ambitieux, mais bon, voilà, j'ai présenté la vie et l'œuvre dans ces grandes lignes, avec une productrice formidable parce qu'elle n'interrompt pas. Alors ça, c'est un luxe absolu. Quelques questions, bon, voilà, pas de polémique, pas d'interruption, pas d'agressivité, c'est tout à fait agréable. Et on a pu faire le parallèle entre la crise personnelle de Jung, qui démarre après sa rupture avec Freud en 1913, et qui est concomitante à la Première Guerre mondiale. On n'est pas des êtres séparés. Le Covid nous l'a montré, il y a eu un patient, 0, un jour. Et puis maintenant, c'est toute l'humanité qui est concernée. Donc, voilà, ce que nous vivons est aussi en résonance avec le collectif. Et Jung, au sortir de cette crise,
où il a déjà commencé à écrire les cahiers noirs qui deviendront le livre rouge, le premier ouvrage qu'il écrit pour continuer cette mise en forme de la confrontation avec l'inconscient, ce sont les types psychologiques. C'est évidemment pas un hasard. C'est quoi le rythme de cette émission? Tous les mois, une émission mensuelle. Le deuxième samedi de chaque mois, comme le dit Catherine, à l'heure du thé, à 17h. Et depuis, il y a eu Catherine Farza qui est venue parler du jeu de sable. Il y a Giovanna Galdo qui a parlé du Gerpa, comment les Rioux, et puis Bertrand Evenot à la dernière émission, Sophie Braun qui a parlé du travail avec les adolescents. Et puis Bertrand Evenot qui était interviewé samedi là, dernier, c'était formidable. Hein, et il intervient une deuxième fois pour parler du livre rouge et des grands thèmes du livre rouge. C'est une chance hein, d'avoir cette émission parce que comme vous le savez, Jung n'est pas très présent dans les grandes radios officielles. Là. De plus en plus, oui, sous une forme ou une autre, c'est vrai.